Bonjour mesdames et messieurs les membres du jury. Je vais vous exposer aujourd'hui un sujet qui me tient à cœur au nom de la solidarité féminine. Ma plaidoirie s'intitule Numéro 1 du marché de la femme, l'Inde. Tamina, 13 ans, vendue pour la modique somme de 620 € à un homme de 40 ans. Sa mère l'a retrouvée, mais sa famille l'a reniée. Mesdames et messieurs, qu'a-t-elle fait à 13 ans pour mériter cela? Eh bien la réponse est rien. Rien, absolument rien, à part être née au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est son ultime malchance. Manon Loiseau et Alexis Marant l'ont mieux exprimé que moi dans le célèbre documentaire La malédiction de naître fille. Eh bien oui, naître fille en Inde, c'est une malédiction, car cela veut dire n'être qu'une fille. Leur sentence semble inévitable. Jamais Timina ni toutes les autres filles comme elle ne pourront revenir en arrière. Elles seront à vie des paros, ce qui signifie en français vendues. Ainsi, elles seront violées, car, après tout, elles ont déjà été violées. Elles seront des marchandises, des ouvrières bon marché, mais jamais des êtres humains avec leur individualité, des femmes qui méritent la dignité. Pourtant, l'India indien est l'un des 48 pays à avoir contribué à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Son article 1 stipule « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité ». Mais, mesdames et messieurs, où est la dignité lorsqu'une femme est vendue? Où est la dignité lorsqu'une femme est livrée à de l'esclavage sexuel dans des clubs, puis mise à la rue à 30 ans par souci de rentabilité? Où est la dignité d'une femme qui est exploitée pour son travail? Où est la dignité d'une femme qui est battue? Célèbre article est bel et bien nié, bafoué, piétiné par l'État indien. Chaque jour en Inde, sont des centaines de filles qui subissent un sort semblable à celui de Tamina. Parce que vendre sa fille, cela rapporte, alors que la marier, cela a un coût. Pour conclure un mariage, la famille de la mariée doit donner de l'argent, des bijoux, des terrains, et que sais-je encore à la famille de l'époux. Ce système de dot a été aboli en 1961 en Inde, mais ancré dans la culture indienne, cette coutume hindouiste est toujours d'actualité. Selon les chiffres donnés par le Bureau national des registres criminels lui-même, on peut calculer que chaque heure, une femme succombe en Inde de cette tradition archaïque. Homicide, jet d'acide, suicide. Tout ça pour des dots jugées insuffisantes ou non honorées. Tout ça à cause d'un État qui préfère fermer les yeux sur ces pratiques barbares plutôt que de protéger la moitié de sa population. Ce qui devrait être la moitié de sa population. Parce que oui, en Inde, mesdames et messieurs, le nombre de filles est mis à mal par la volonté d'avoir un garçon plutôt que de subir la bénédiction d'avoir une fille. Ainsi, pour économiser aux familles la dot, le business de l'échographie s'est développé. Il est maintenant illégal depuis 1994. Les médecins ne doivent utiliser que pour vérifier la santé du fœtus et non révéler son sexe. Néanmoins, lorsque ce commerce est licite, il n'était pas choquant de voir des publicités vantées dépenser 500 roupies pour en économiser 50 000 plus tard. Alors vous allez me dire, l'État a réagi. Il a légiféré pour lutter contre l'avortement sélectif, sauf que rien n'a changé. La loi n'est pas respectée. La corruption est de rigueur, les médecins ne sont pas inquiétés. Ajoutez à cela des avortements très bon marché. Mesdames, imaginez-vous avorter pour 2 €. Ainsi, selon le rapport économique du gouvernement indien, 63 millions de filles n'ont jamais vu le jour à cause de féticides féminins. 63 millions, rendez-vous compte, cela correspond à la population française. Toutes ces données sont sous-estimées puisqu'elles datent d'avant la crise sanitaire et qui a partout aggravé les violences faites aux femmes. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas qu'il faut ajouter des infanticides de petites filles. Alors, lorsqu'un homme se présente et propose à ses familles d'acheter leur fille, c'est une aubaine. Une vie meilleure pour les parents et leur progéniture. La famille ne peut qu'accepter entre espoir et nécessité. Bien évidemment, le destin de ces jeunes femmes mises aux mains des trafiquants ne sera qu'un cauchemar. Mais pour un grand nombre de ces familles, elles ne le seront jamais. Paradoxalement, ce trafic permet aussi à des hommes d'acheter une femme, car il n'y a plus assez de candidates au mariage en raison de la dot. Et le phénomène s'aggrave. Le ministère indien de la statistique prévoit 898 filles pour 1000 garçons en 2031. Le trafic de femmes se fonde aussi sur un inconcevable argument.
les futurs époux seront économiquement gagnants. Selon Shafiqur Raham, un membre de l'association Empower People, affirme que le calcul est vite fait. Un employé journalier coûte par mois environ 9 000 roupies, alors qu'une femme qui réaliserait le même travail à vie, seulement 50 000. Comprenez-vous comme moi qu'il s'agit d'un mariage forcé? Et puis, le manque de femmes provoque également une hausse de la criminalité, en particulier des viols, commis par des jeunes gens sans épouse, en partie. C'est un cercle vicieux infernal. Alors ce trafic semble en tout point merveilleux. Acheteurs et vendeurs sont conquis, et l'État n'y voit visiblement rien à redire. Tous semblent oublier que la marchandise se jute au marché sont des femmes, qui, comme tout être humain, sont dotées de droits. Pourtant, l'État devrait être un rempart face à cet Eldorado infernal. Mais la société indienne est inégalitaire et patriarcale. Si une femme avait la même valeur qu'un homme, et non pas une valeur économique, elle ne vivrait pas en ce danger permanent. L'État indien doit faire respecter l'égalité, pourtant proclamée dans sa constitution, dans l'article 14, depuis 1949. L'État ne revisera à personne l'égalité devant la loi, ni l'égale protection des lois sur le territoire indien. Comprenez-vous comme moi que cet article garantit l'égalité juridique et la protection de l'État pour tous, comme aux hommes, mais aussi aux femmes? Je dénonce un État avec des failles législatives. Je dénonce un État avec des délais de procédure judiciaire trop longs. Je dénonce un État condamnant les acteurs de trafic à seulement 32%. Je dénonce un État qui stigmatise les victimes. Une femme qui a déjà si peu de droits ne se risquerait pas à porter plainte. Si les forces de police acceptent de l'enregistrer, porter plainte peut aussi vouloir dire subir davantage les représailles de son ami, une amende de 500 roupies, ou encore être incarcéré pendant 6 mois. Sans preuve tangible, la victime devient l'accusée. Je dénonce un État conscient et complice, car seul le pouvoir politique a les moyens de vraiment changer les choses. Mais il doit en avoir la volonté. Cela peut passer par la loi, la justice, l'éducation. En Inde, seules des associations se battent pour les femmes. Elles ne peuvent que les aider dans leur vie de paros ou, pour les mineurs, les sortir de trafic et les ramener dans les familles. L'Inde semble alors le pays de tous les paradoxes. Celui où des femmes occupent des postes et depuis longtemps très importants comme Premier ministre, président, mais aussi celui de tristes records, comme celui d'être qualifié depuis New Delhi, qualifié depuis 2012 comme la capitale mondiale du viol. L'Inde a été en 2018 classée par la fondation Reuters comme le pays le plus dangereux pour les femmes. Le Premier ministre, Narendra, qui se revendique comme un défenseur des femmes, reste avant tout partisan du nationalisme reposant sur l'hindouisme. Devant ce triste record, il a réagi et vivement dénoncé, je cite, une opération destinée à calomnier la nation indienne. Il en a même profité pour rappeler la campagne qu'il a lancée en 2015. Sauvons les petites filles, éduquons-les. J'aimerais, à mon tour, simplement lui rappeler la devise de son pays. La vérité seule triomphe.